J'ai le plaisir d'introduire à présent une table ronde pour se demander en plus de détails comment enseigner la cybersécurité, avec quel profil et pour quel métier. Mais avant cela, je vais demander à David Lacomblède, le président de la Villa Numérique, de venir nous rejoindre sur scène pour une introduction. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Lacomblède, président de la Villa Numéris, un des membres fondateurs de cet observatoire avec NetExplo et Télécom Paris. On souhaitait effectivement passer un peu de temps avec ce qui se fait de mieux en école pour aborder les questions de formation, parce qu'on l'a vu depuis ce matin, la cybersécurité c'est l'affaire de tous, faut-il encore tous les former ? On a bien vu que les entreprises étaient mieux armées, mettaient des budgets et finalement étaient moins faillibles que ne le sont les organisations publiques. Et c'est bien là où on souhaite aussi entendre nos intervenants, de savoir comment on forme des agents de la puissance publique demain, dont on voit bien qu'ils sont attaqués principalement aujourd'hui, non pas pour les gains qu'on peut en espérer, mais pour le bruit que cela va faire de la part des hackers, sachant qu'il faut bien voir que si on laisse de côté la puissance publique, l'État au sens large pour faire simple, elle aura un moyen de se rattraper, ne serait-ce que par la régulation qui viendra à son tour causer du tort aux entreprises. Et c'est un défi majeur, me semble-t-il, auquel il faut s'attaquer. On parlera bien sûr de formation initiale, mais il y a aussi la formation continue, me semble-t-il, qui est importante. Alors, on peut saluer que des grands ministères régaliens, je pense au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, aient consacré des budgets dans les lois de programmation qui sont actuellement en cours de discussion. Le ministère de l'Intérieur, je crois que c'est 15 milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent, qui prévoit notamment 1500 patrouilleurs, mais faudra-t-il encore les former? Quels seront les formateurs des formateurs demain? Ce sont autant de questions sur lesquelles on souhaite vous entendre. Je vous souhaite un bon débat et un bon après-midi. Pardon. Je vous en prie. Voilà. Ici, je vous en prie. Voilà, donc je le disais, nous sommes ici en compagnie donc, de Ons Gelassi, directrice de Télécom Paris Executive Education, et également Philippe Devost, directeur général de l'EPITA. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. On clôture cette journée avec vous pour parler justement de ces problèmes de formation au niveau de la cyber. D'abord, cette première question peut-être, comment se positionne Télécom Paris en matière de formation à la cybersécurité ? Télécom Paris a une offre complète de formation autour de la cybersécurité. On a entendu Rida Khatoun tout à l'heure parler de la filière cybersécurité qui est donc intégrée dans le cycle ingénieur. Il y a des formations autour de la cybersécurité dès la première année, bien sûr, du cycle ingénieur. Un master spécialisé en cybersécurité. On a eu aussi un témoignage d'une diplômée du master spécialisé cybersécurité, cyberdéfense. Et on a entendu, par exemple, le Crédit Agricole parler, ou Renault aussi parler du partenariat avec l'Executive Education, avec des formations certifiantes qui visent à former des professionnels, des experts en cybersécurité, mais aussi des profils moins experts, moins techniques, dans lesquels on a beaucoup de femmes autour des aspects juridiques, réglementaires de la cybersécurité, avec BNP Paribas, par exemple, ou Orange, ou d'autres entreprises aussi des entreprises de taille plus TPE et PME. On a parlé beaucoup aujourd'hui de l'importance de la cybersécurité pour ces entreprises aussi, et du coup que ça peut avoir en termes
déjà de coûts opérationnels, mais aussi de coûts en cas d'arrêt de l'activité. Donc, nous avons une offre complète, comme je le disais, à la fois en formation initiale et en formation tout au long de la carrière. J'ai bien apprécié le terme qui a été utilisé tout à l'heure, en cybersécurité et à tous les niveaux, tous les métiers, donc de l'expertise à la sensibilisation. Voilà, je le fais en sens plutôt inverse. Alors, même question pour l'EPITA. Comment vous abordez justement, comment vous avez créé votre catalogue de formation? Si je devais faire une réponse courte, je dirais tout pareil. Mais je pense que vous attendez qu'on élabore un peu. La cybersécurité à l'EPITA, c'est comme l'intelligence artificielle. C'est deux hashtags majeurs de l'école depuis sa création en 1984. Et à mesure que l'EPITA a progressé, maturé, grandi, puisqu'on a aujourd'hui 3500 étudiants, on a d'abord et historiquement focalisé sur le cycle ingénieur. Le cycle ingénieur à l'EPITA, il s'achève par ce qu'on appelle des majeurs. On a 16 majeurs qui couvrent l'ensemble du spectre des technologies de l'information aujourd'hui, et une qui est la majeure SRS, Système Réseau Sécurité, et qui est dirigée depuis très longtemps par Sébastien Bombal, qui est un ancien de Comcyber, qui s'occupe aujourd'hui de tous les aspects cyber aux douanes. Et donc il y a un lien très particulier avec les futurs employeurs de nos étudiants, puisqu'ils partent très souvent faire leurs armes, soit dans les agences civiles, mais aussi à l'armée, et dans les agences dont on tait le nom. Cette formation-là, qui est une formation d'excellence, elle nous a valu, par exemple, la chance de pouvoir héberger à 2 reprises, 2 années consécutives, le plus grand exercice cyber mondial, qui est Locked Shields, qui est organisé sous l'égide de l'OTAN, qui rassemble 3000 participants dans le monde, qui est préparé pendant 1 an, qui se déroule pendant 10 jours. Et cette année encore, Locked Shields, l'équipe de France, était hébergée dans les locaux de l'EPITA au Kremlin-Bicêtre, avec pour la première fois 4 étudiants de notre majeur SRS qui se sont fondus dans l'équipe de France et qui ont joué avec eux. Alors bien sûr, ça, c'est le cœur, mais c'est 70-80 étudiants de très très haut niveau par an. Ce n'est pas là qu'on va régler la question des besoins en volume. On a également anticipé en ouvrant, il y a 3 ans, un bachelor cyber qui permet de former des experts en cybersécurité qui ne souhaitent pas investir 5 ans d'études dans leur formation, qui souhaitent arriver plus vite sur le marché du travail. Ce bachelor est habilité grade de licence. Et il est surtout logé au cœur du campus cyber, dont l'EPITA est une des partenaires historiques, est une des écoles. On est l'école qui a le plus de surface de formation sur place. Et ce bachelor cyber aujourd'hui accueille chaque année une 50aine d'étudiants, et on se prépare à doubler de taille pour la rentrée 2024. La troisième chose, le troisième volet, c'est ce que disait on, c'est qu'on a également installé au cœur du campus cyber l'Executive Education de l'EPITA, qui forme des collaboratrices, des collaborateurs qui sont, de mon point de vue, les premières lignes de défense de toute entreprise, puisqu'ils ont déjà un des atouts que les mercenaires n'auront jamais, c'est qu'ils ont la culture de l'entreprise. Si vous faites le choix entre poster des mercenaires 150 mètres devant vos murailles ou former ceux qui sont à l'intérieur des murailles à la détection de ce qui se passe dès que ça se passe, vous êtes beaucoup plus efficace, à mon avis, si vous mobilisez vos collaborateurs, puisqu'ils ont déjà l'ADN de votre entreprise. Et ça s'est concrétisé notamment par le lancement de notre dernière formation, qui est un badge labellisé par la CGE, monté avec IBM et Deloitte, et qui forme des experts en cybersécurité. C'est un gros parcours qui est un parcours diplômant et qui permet à toutes les entreprises qui souhaitent reskiller, upskiller, pardon pour les anglicismes, leurs collaborateurs, de les préparer à être cette première ligne de défense dont les entreprises ont tant besoin. Alors je remarque dans vos propos que dans les 2 cas, c'est très important d'avoir un lien très fort avec les entreprises pour s'assurer justement que l'on puisse bien former, j'imagine, les jeunes pour répondre aux métiers de demain. Exactement. Nos programmes de formation donc, sont bien sûr issus de l'excellence de nos enseignants-chercheurs et donc la proximité avec la recherche et l'innovation, mais aussi d'une grande proximité avec les entreprises, puisqu'il y a un sujet très technique autour de la cybersécurité, on en a parlé tout au long de la journée, mais il y a aussi un sujet très pratique autour des études de cas, autour des cas réels et aussi en anticipation de cas possibles pour que finalement les apprenants puissent visualiser comment utiliser
ou voilà, expérimenter comment utiliser toutes ces technologies dans des cas de cyberattaques réelles. Et donc aujourd'hui, toutes nos formations sont construites autour de projets réels d'entreprise. Dans toutes nos formations, donc au-delà de la formation par la pratique classique et la formation par projet, on a des projets en tout cas au moins dans la formation continue, mais aussi bien sûr en formation initiale, des projets d'entreprise qui sont encadrés, tutorés. On a parlé beaucoup de mentorat, beaucoup de rôle modèle, donc par des collaborateurs de l'entreprise, souvent autres que les managers, qui vont accompagner en plus de l'enseignant-chercheur les apprenants sur les projets. Donc oui, cette proximité pour avoir vraiment comment utiliser les technologies pour assurer un vrai rôle finalement de cybersécurisation des systèmes est très très important. Je vais de nouveau citer Renault et Pierre Gachan en parlait tout à l'heure. Et je pourrais aussi citer Crédit Agricole ou BNP, mais vraiment, le cas de Renault, j'insiste parce qu'on a parlé aussi de la difficulté de travailler sur la sécurité des systèmes embarqués et des systèmes finalement industriels. Le sujet de la sécurisation finalement, de la cybersécurité, donc la sécurité finalement du cyberespace et du système d'information ou des réseaux, est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travaux. Dès qu'on parle d'architecture de sécurité pour des systèmes embarqués ou pour des systèmes industriels, on a besoin finalement de cette proximité avec les entreprises. Et donc le programme qu'on a construit avec Renault, c'est vraiment une co-construction. Je pense que même si on travaille dans le cadre de la chaire C3S dont on a parlé tout à l'heure avec différents partenaires, le fait de vraiment se focaliser sur un programme de formation pour que des collaborateurs de l'entreprise qui connaissent très bien le métier, comme le disait Philippe, puissent monter en compétences et faire de l'upskilling, ça ne peut venir que de l'entreprise, de cette co-construction, de ce travail collaboratif. Alors, c'est quoi exactement le diagnostic que vous faites aujourd'hui, par exemple, dans le nombre de candidatures que vous recevez dans la filière cyber? Est-ce que ça attire de plus en plus de jeunes quand même, ou est-ce que vraiment il y a un manque d'engouement pour cette filière? Il y a deux degrés de réponse. Le premier, c'est que sur le parcours ingénieur, donc encore une fois, ça va permettre de rebondir sur ce que vient de dire Once. On a une marque de fabrique à l'EPITA qui est le faire. On est une école d'ingénieurs, on est labellisé par la CTI, donc il y a un volume de sciences important et qui est celui qu'on trouve dans toutes les écoles d'ingénieurs, mais on se distingue par le faire et par la pratique et par le fait que dans les 2 stages que vont faire les étudiants pendant leur parcours ingénieur, ils vont être mis en situation concrète immédiatement et ils vont y arriver très vite. En général, il s'écoule 1h30 entre le moment où vous leur remettez leur badge et le moment où ils sont opérationnels dans votre équipe. Pourquoi ? Parce qu'ils l'ont déjà fait. Et ils l'ont déjà fait, ils ont déjà écrit un shell, ils ont déjà écrit un compilateur, ils ont déjà écrit un serveur HTTP. Ils sont descendus dans les entrailles de la machine et ça ne leur fait pas peur. Donc ils sont très opérationnels. Et quand ils arrivent en majeur, ils ont toute cette capacité de faire qu'ils mettent à ce moment-là au service de ces 2 dernières années de formation. Donc le choix qu'ils font de la cyber, d'une certaine manière... Alors, certains me disent, oui, le jour de la rentrée en sup, je leur demande ce qu'ils veulent faire, ils disent, oui, moi je veux entrer à la DGSE. Donc ça, c'est formidable. Ils auront le temps de changer d'avis 20 fois. Et le choix, la maturation qui les conduit vers la majeure SRS, en général, elle se produit au cours de leur 3e année. Ça vient pendant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des étudiants, des élèves qui choisissent sur Parcoursup, comme c'est le cas actuellement de l'EPITA, pour y faire un parcours visant à faire de la cyber ou de l'IA, c'est encore une fois, c'est les deux grandes thématiques. Mais ce choix, c'est un choix qui est mûri et qui est également mûri en fonction des capacités qu'ils auront atteintes. Ça, c'est le premier point. Sur le bachelor, on voit que les effectifs sont en croissance, on voit que la demande est en croissance. Mais cette demande est en croissance vis-à-vis d'un objet pédagogique qui n'est encore pas très, très bien compris. Parce que je crois que Jean-Christophe le disait tout à l'heure, la cyber, c'est quand même très, très nébuleux pour beaucoup, jusqu'à certains dirigeants d'entreprise. Et parce que c'est peu mal expliqué, peu mal valorisé. Ou alors c'est valorisé selon des schémas de pensée ou des mythes. Mais ça, c'est un autre sujet.
Et je voudrais rebondir sur ce que disait Once tout à l'heure, quand elle parlait de l'embarqué. C'est un vrai gros sujet. Et donc, à côté de la majeure SRS, on a ouvert sur notre campus toulousain une majeure qui se consacre à la sécurité, la sûreté de l'intelligence embarquée. Parce que le calculateur, l'un des 200 calculateurs qu'on trouve dans toute voiture, il a quand même deux enjeux. Il y en a un, effectivement, qui est de ne pas pouvoir être piraté par quelqu'un. Mais il y a un autre enjeu qui est la sûreté, c'est-à-dire la vérification, c'est-à-dire l'assurance qu'à 100% du temps, il fait ce qu'il est censé faire, ni plus ni moins. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les critères de sélection des écoles d'ingénieurs? Parce qu'en fait, depuis le début de la journée, on entend que finalement, il faut des profils plus divers, que ce n'est pas qu'une question de formation initiale. Est-ce qu'il ne faut pas faire évoluer les écoles d'ingénieurs? Je vais parler au nom de Nicolas, qui est dans la salle, mais à Télécom Paris, l'école évolue beaucoup. Et particulièrement voilà, sur les dernières années, et moi je ne saurais pas citer la raison, réciter la raison d'être comme le ferait Nicolas, mais on travaille vraiment beaucoup sur les aspects inclusion, diversité, ouverture du recrutement. Donc déjà sur la partie formation initiale, sur la partie formation continue, et c'est le cas pour l'ensemble de nos formations, parce que Philippe citait la cybersécurité et l'intelligence artificielle, mais voilà, en tant que première école d'ingénieurs du numérique, on adresse tous les aspects du numérique. Voilà, l'idée, c'était pas de dire que voilà, de citer Laurent, mais c'est vraiment de dire que le numérique va au-delà de l'intelligence artificielle et de la cybersécurité, et tous les aspects sont abordés à Télécom Paris, en particulier. David est présent, tous les aspects business, les aspects juridiques, etc. Il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en termes de prérequis, tout est vraiment, les formations sont ouvertes à tous les profils, et l'idée, c'est plutôt de les attirer en leur montrant tout l'intérêt de ces métiers et tout le sens derrière ces métiers, plutôt qu'ouvrir à de nouveaux prérequis, puisque voilà, il n'y a pas de prérequis en particulier. Si je prends l'executive education, nous, on a 2 certifications majeures autour des métiers de la cybersécurité, dont une ne nécessite pas de prérequis mathématiques ou techniques, plus vraiment des connaissances générales sur le numérique et surtout une grande motivation. Philippe, donc je vais de nouveau le citer, sur l'importance de la connaissance du métier de l'entreprise au-delà des connaissances techniques, puisque voilà, toutes les connaissances autour de la cybersécurité, on va aider à les acquérir. C'est plutôt arriver avec ce background de connaissance de la culture et de métier de l'entreprise qui est le vrai plus pour finalement utiliser ces compétences au service de la cybersécurisation de l'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet très important. L'autre sujet, en tout cas, qui est très présent, je suis sûre, dans toutes les écoles d'ingénieurs et particulièrement à Télécom Paris, c'est que c'est un domaine qui évolue énormément. Et au moment où les apprenants sortent de la formation, il y a déjà de nouvelles techniques. C'est très vrai pour la cybersécurité, c'est très vrai pour l'intelligence artificielle aussi. Et donc, ce qu'on a aussi la capacité de transmettre à nos apprenants, c'est la capacité d'apprendre par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on leur donne les fondamentaux, les bases pour être réceptifs pour tous ces enseignements, mais surtout pour pouvoir évoluer et continuer à apprendre par eux-mêmes. Cette question. Pour rebondir sur ce que vient de dire Once, oui, ça c'est cette pédagogie par l'action, cette pédagogie par le faire, par le apprendre à faire seul face à la machine, et puis ensuite à 2, à 4, que je décrivais un petit peu tout à l'heure. Ça c'est la marque de fabrique de l'école depuis le début. Toute cette dimension d'intégration dans le monde des entreprises, elle est très, très prégnante pour plusieurs raisons. La première, c'est les stages que les étudiants effectuent dès le début de leur 4e année, puis en fin d'études. Le deuxième, c'est que dans la plupart des cas, les majeurs de l'école sont dirigés par une personnalité du monde professionnel. Et qui est en lien avec les besoins des entreprises. Et vous l'avez rappelé, on est probablement dans le domaine d'enseignement dans lequel l'agilité est la plus nécessaire, la plus impérative. Personne n'est capable, ni Once, ni Nicolas, ni moi, de vous dire quel sera le syllabus de cours de notre majeure cybersécurité dans 5 ans. Enfin, les étudiants qui entrent aujourd'hui ne savent pas encore, et nous-mêmes, nous ne savons pas encore. Ce que nous savons, c'est que chaque année, on revoit en profondeur nos syllabus. Il y a un point qui est important, c'est qu'au-delà
mon point de vue, la conviction que seuls les ingénieurs sauveront le monde. C'est seuls ceux qui font arriveront à réparer ce qui a été cassé par ceux qui n'ont rien fait. Non, mais c'est important de le rappeler. Et c'est un gros enjeu de susciter des vocations d'ingénieurs et des vocations de faiseurs à travers ces exemples-là. Alors bien sûr, la technique ne résout pas tout, mais au moins quand vous savez vous débrouiller, vous êtes capable de faire par vous-même. Ce qui est important, c'est toute la dimension d'engagement qui va autour et de doctrine. On est une des seules écoles aujourd'hui en cybersécurité qui forme à l'attaque, parce qu'on est convaincu que c'est le seul moyen d'être capable de se mettre réellement dans la peau de l'attaquant et d'organiser la défense et de la préparer en amont. Mais pour faire ça, il faut les former très très tôt à des enjeux de doctrine d'engagement. La cyber, c'est pas un jeu. J'aime bien cette définition de la milliseconde, qui est, enfin vous connaissez. La milliseconde, c'est l'instant qui sépare le moment où vous appuyez sur Enter et le moment où vous réalisez que vous n'auriez jamais dû faire ça. Et ça, c'est évidemment une tentation qui est immense quand vous êtes un jeune apprenant et que vous savez plus fort que tout le monde dans un domaine parce que vous avez vu avant les autres. Et donc très très tôt, ils sont formés aux règles d'engagement, aux règles de doctrine, à l'environnement dans lequel se déroulent les exercices et les simulations et la mise en œuvre de mécanismes de cyberdéfense. Parce qu'au fond, le plus important et la plus grande responsabilité que j'ai en termes d'enseignement vis-à-vis d'eux, c'est de les rendre autonomes et de les rendre autonomes vis-à-vis de quelque chose d'extrêmement asymétrique qui est la confiance. En cyber, il faut des années, voire des dizaines d'années avant de gagner la confiance de l'agence gouvernementale d'un pays allié avec lequel vous travaillez. Il faut 1 seconde pour la détruire. Et ça, ils n'en sont pas forcément conscients. Et leur expliquer que tout écart de conduite les marquera au fer rouge pour le restant de leur carrière professionnelle, c'est un enjeu fondamental. Et ça va évidemment de pair avec ce qu'on leur apprend sur le plan technique. Maintenant, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut changer dans le recrutement des écoles d'ingénieurs? Je pense qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup plus la promotion. Je pense qu'il faut beaucoup plus asséner le fait que les ingénieurs sauveront la planète et sauveront le monde. Et il faut encourager la moitié de l'humanité qui n'est pas sollicitée pour l'instant, qui sont les jeunes filles, à s'autoriser à embrasser ces carrières et ces métiers. Et le problème, c'est qu'elles en sont assez souvent découragées ou détournées dès le collège ou le lycée. Et donc je pense que si aujourd'hui on avait un énorme enjeu de formation, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le ministre Barrot, c'est de commencer par former les personnes en charge de l'orientation au collège et au lycée, pour que les jeunes filles s'autorisent à envisager ces carrières, ne s'entendent pas dire « non, ça c'est pas fait pour toi, c'est un truc de geek », et s'autorisent à s'apercevoir qu'elles réussissent extrêmement bien. Et moi, j'ai des chiffres en interne qui montrent que même sur les modules les plus exigeants, les modules les plus techniques, les jeunes filles s'en sortent très très bien dès qu'elles s'autorisent. Et ça, c'est un sujet culturel, ça va nous prendre une dizaine d'années. Et puis les vocations, évidemment, quand on veut créer des vocations, c'est beaucoup plus jeune. Est-ce que, je vais vous donner la parole, mais est-ce que vous avez des relations avec l'éducation nationale pour essayer de faire ce retour d'expérience, d'essayer de changer les choses, enfin changer l'éducation nationale, c'est moins évident. C'est moins évident quand vous êtes un acteur. C'est moins évident quand vous êtes un acteur privé. Parce que quand vous êtes un acteur privé, on est déjà, on sait moi, dans cette ligne de partage un peu compliquée parfois entre le monde de l'université et le monde des grandes écoles, alors que pourtant 2 + 3 égale 3 + 2, mais apparemment la commutativité pose un problème. Mais alors en plus, quand vous êtes un acteur privé et extrêmement agile de ce fait, vous avez parfois du mal à être audible vis-à-vis de la puissance publique. Alors fort heureusement, la réputation de l'école fait qu'on a des contacts très réguliers et qu'on est capable de leur montrer qu'on peut prendre et on est prêt à prendre notre part dans la formation de tous ces talents qui manquent. Donc, la direction de l'école est vraiment en lien avec les ministères et nous avons à l'école une déléguée à la diversité et à l'inclusion et qui travaille vraiment beaucoup sur donc à la fois l'inclusion en tout cas l'ouverture de l'école aux jeunes filles, mais aussi à voilà, d'autres minorités. Nous avons en fait Laura a dit quelque chose que je trouve très très important tout à l'heure sur l'importance des rôles modèles et de les mettre vraiment en avant
pour voilà, donner aux jeunes filles s'autoriser à embrasser ces métiers. Donc c'est quelque chose que nous mettons beaucoup en avant. Donc nous avons la chance quand même d'avoir des jeunes filles qui sont présentes. Nous l'avons vu tout à l'heure dans les témoignages de ce matin. Et donc c'est ces jeunes filles qui vont au contact des classes prépa ou des autres admissions que nous avons à l'école. Et nous avons aussi à l'Executive Education un partenariat avec Topix, qui est un cabinet de RH pour accompagner les femmes à intégrer nos formations certifiantes à travers à la fois des formations aux prérequis techniques qui peuvent être nécessaires pour certaines formations, mais aussi un accompagnement à la gestion du temps finalement de formation, de travail et de temps personnel sur des travaux, de l'accompagnement au leadership, au féminin, à travers de l'accompagnement individuel ou par groupe. Donc vraiment, nous travaillons à la fois sur les aspects techniques et les aspects finalement transverses, compétences transverses pour rentrer dans ces formations. Oui, je voulais juste ajouter sur le sujet précis de la cyber, il y a un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont les cadettes de la cyber, qu'on doit à l'amiral Coustillère, que je salue ici, et qui lui a mis en place un programme de mentorat, mais qui est un vrai programme de mentorat dans lequel le parrain de la cadette va la voir très régulièrement, va faire des points avec elle très régulièrement pour l'aider à entrer dans sa future vie professionnelle en étant accompagné au meilleur niveau et avec la meilleure intensité. On arrive presque à la fin de cette table ronde. Si vous avez peut-être un dernier message que vous souhaiteriez passer ou peut-être une réflexion par rapport à des choses que vous avez pu entendre dans la journée. Moi, je tiens à dire quand même que la cybersécurité n'est pas un silo tout seul ou une filière toute seule. C'est vraiment des interactions, en tout cas beaucoup d'échanges avec d'autres disciplines, si je peux appeler ça discipline, mais même ce terme me gêne, autour de l'intelligence artificielle, autour des systèmes embarqués, autour des aspects vraiment juridiques, réglementaires, éthiques, de l'utilisation des données, de l'utilisation des systèmes d'information. Donc vraiment, il ne faudrait pas voir la cybersécurité comme un domaine ou un vase clos. C'est vraiment un champ très large dans lequel, donc je vais redire, différentes compétences, différents profils peuvent être intégrés et il ne faut pas hésiter à le faire. Et donc, dans nos écoles, on a quand même des formations qui permettent vraiment de se former en formation initiale ou en reconversion sur ces métiers. Donc, on est là vraiment pour accompagner toutes ces motivations, tous ces désirs de faire de la cybersécurité ou du numérique en général. Et ça me fait penser à ce que justement André Lozé-Pietri disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas la cybersécurité, maintenant c'est un enjeu de géopolitique, de géostratégie même. Et voilà, il y a peut-être aussi un travail à faire sur expliquer l'ampleur de l'impact qu'on peut avoir quand on entre dans ces métiers-là. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que ce que vous dites fait écho à plusieurs disciplines qu'il faudrait intensifier, notamment pendant le parcours au collège et au lycée, dont l'histoire. Parce que si vous n'avez plus aucune notion d'histoire, vous ne savez pas d'où ça vient. Or, c'est quand même intéressant de constater que la cyber et les virus et les attaques, ça existe depuis qu'on se refile des programmes piratés sur disquette. Simplement, ce qui a changé, c'est la vitesse à laquelle ça se propage. Et paradoxalement, alors que ça va très vite, nous devenons plus lents dans notre capacité à répondre aux enjeux de formation, puisqu'encore une fois, je le rappelais, à supposer que, par une volonté collective très très forte, on mette en place dès la rentrée prochaine au collège de la formation de conseillers d'orientation, de la formation et de la sensibilisation à ces enjeux pour les aider à réfléchir. On est en train d'avoir de l'impact sur une classe d'âge qui aura son bac dans 4, 5, 6 ans en moyenne, et donc des diplômés de nos écoles d'ingénieurs qui seront sur le marché dans 10 à 12 ans. Ça suppose donc qu'on soit capable de tenir une volonté très forte pendant une durée très grande, en acceptant l'idée très humblement qu'on n'en récoltera pas forcément les fruits à l'issue d'une mandature. Je pense qu'on peut le faire en parallèle, donc travailler sur on peut le faire ensemble. Voilà, aussi, avec plaisir. En tout cas, vous êtes l'exemple de deux écoles qui sont très ouvertes. On voit que les formations évoluent avec le temps. Vous parliez de l'histoire, on pourrait aussi faire intégrer l'histoire de la guerre, puisque c'est un nouveau terrain de guerre également. En tout cas, merci infiniment à tous les deux d'être venus pour clôturer cette journée. Je vais vous laisser. Merci, je pense qu'on peut effectivement les applaudir. Merci beaucoup. Je vous en prie.